Le but d'aujourd'hui, ça va être de préparer justement ces sessions de call et aussi de préparer vos events. Parce que ce qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est évidemment l'insight, puisque c'est écrit derrière moi. Mais qu'est-ce que c'est en gros l'insight? Qu'est-ce que ça permet de faire? Est-ce que quelqu'un a une petite idée de ce que ça permet de faire et c'est quoi l'intérêt de travailler l'insight? C'est l'accroche. Ouais, c'est une forme d'accroche. Qu'est-ce que ça permet de faire? Capter l'attention. Oui, ça pourrait permettre de capter l'attention. Présenter ce que tu fais et la valeur que tu ajoutes de la manière la plus optimale et efficace possible. Ouais, effectivement. Qu'est-ce que ça me permet de faire, de donner un insight? Déjà, qui sait ce que c'est un insight? Ça donne confiance. Comment? Ça donne confiance. Donc ça donne la confiance, mais qu'est-ce que c'est globalement un insight? C'est une opinion. Ouais. Problématique. Ouais. Donc un insight, ça va être une conviction. C'est une observation qu'on a sur un marché qui nous permet d'avoir un avis tranché sur un sujet. Par exemple, moi ce que je vois, c'est que faire que de l'inbound versus de l'outbound, tout le monde voit ce que c'est inbound, outbound? Okay. Ce que je vois, c'est que faire que de l'inbound, bah, c'est super parce que ça rapporte du business, mais ça ne permet pas de contrôler sa croissance. Pourquoi? Parce que ça ne nous permet pas de contrôler le nombre de personnes qu'on a chaque semaine, le nombre de rendez-vous qu'on a chaque semaine. On peut estimer, avoir une petite idée de combien on peut aller en chercher, mais ça ne nous permet pas de le maîtriser. Alors que si je vais chercher mes clients, si je les appelle, ben en fait je sais que même dans une période où il faut un peu plus de monde, enfin même une période où ça répond un peu moins, donc typiquement le mois de mai, ben j'aurais appelé un peu plus et j'aurais quand même eu mes 10 rendez-vous. Ok? Donc le premier, c'est la conviction personnelle. Le deuxième, ça va être, on disait, créer de la confiance. Mais créer de la confiance, ça veut dire quoi en gros? Créer de la confiance, ça veut dire faire comprendre à la personne en face de soi qu'on a une vraie expertise. Et ça va par la compréhension du marché, mais ça va aussi par la compréhension de comment fonctionnent les choses à l'intérieur de la boîte. Donc c'est ma capacité à avoir un angle d'attaque, une vision un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc avoir la conviction que l'inbound, ce n'est pas forcément la meilleure manière de faire en 100%, bah ça c'est bien. Mais ce qu'on peut se dire aussi, c'est... comment je pourrais le dire? C'est peut-être de se dire, bah, en fait, l'inbound c'est super, mais il y a un truc qu'on ne voit pas, c'est que c'est aussi un peu punitif, parce qu'on se dit, c'est bon, ça va venir tout seul, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en suivant le marché, on le subit aussi. Donc le jour où le marché il va dans le bon sens, c'est super, l'inbound ça marche très bien, mais le jour où le marché est un peu plus en berne, eh ben, on le subit. C'est un autre angle d'attaque pour te faire comprendre ma conviction. C'est ce qu'on va appeler le AA moment. C'est le « Ah putain, j'avais pas vu le truc comme ça ». Faire de l'inbound, c'est l'assurance de suivre le marché dans un sens comme dans l'autre. Ok? Et le dernier, ça va être le changement de paradigme. Ça va être de vous faire comprendre qu'il y a une manière de penser, il y a une manière de faire. Donc ça, c'est ce que toi tu crois en tant que prospect. Mais il y en a une autre. Il y a un autre prisme à avoir. Donc dans le cas que je viens de vous citer, salut Hugo. Dans l'exemple que je viens de vous donner, bah ok, faire de l'inbound, c'est pas forcément la meilleure option. Bah il y a l'outbound, il y a faire du calling, il y a faire des events. Et en fait, bah, ça c'est un truc qu'on voit pas. Mais pourtant, il y a une vraie stratégie à mettre derrière. Donc là, je vous donne un angle d'attaque qui est différent. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou... Bon? Ok. Pourquoi c'est crucial d'avoir des insights qui soient hyper quali, hyper bien léchés? Vous voyez un peu les réponses, mais... Si vous pouvez me donner un peu plus d'exemples et étoffer ce qu'il y a derrière. C'est vraiment le moment où on va présenter à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce qu'on fait, la valeur qu'on peut lui apporter. Alors si on lui présente mal, bah, il va mal comprendre la valeur et il ne signera jamais avec nous. Ouais, je suis d'accord. Ça peut être quoi d'autre? Sa méthode de compréhension du marché, de ses problématiques. Ouais.
Hop, effectivement, il y a cette logique de compréhension de marché. Ça peut être quoi d'autre? C'est la première impression. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on ne pense pas vraiment, mais l'expérience qu'on donne à un client, c'est l'expérience qu'on donne à partir du moment où on le rencontre. Que ce soit par téléphone, que ce soit par event ou par mail. Évidemment qu'on donne une moins bonne expérience si j'envoie un email que si je te rencontre à un event, ou si je suis recommandé, ou si je t'appelle d'une bonne manière. Donc l'expérience globale, l'expérience que vous allez donner à vos prospects et à vos clients, elle commence à partir du moment où vous le rencontrez pour la toute première fois. Que ça soit en physique ou pas. Ok? Donc plus vous arrivez à créer de la valeur dans les premières interactions, plus l'expérience sera favorable. Donc plus on aura envie de bosser avec vous, parce qu'au-delà d'apporter de la valeur, ça crée beaucoup de confiance. Et oui, si moi je t'explique comment le marché fonctionne, comment l'écosystème dans lequel le prospect est, que j'ai des trucs un peu précis sur comment ça fonctionne chez lui, il va se dire, ok, ce gars-là, il sait de quoi il parle. Et c'est exactement ça le but. C'est lui faire comprendre que j'ai une expertise, que je suis un vrai expert, sans lui dire que je suis un expert. Parce que ça, c'est important de le dire. On ne s'autoproclame pas expert. On devient expert parce qu'on est reconnu. Donc ceux qui disent « je suis expert en data » ou « je suis expert informatique », ça ne marche pas trop. On est expert parce qu'on apporte de la valeur auprès de gens qui ont eux-mêmes une expertise. Et c'est parce qu'on donne des conversations par des insights qui sont challengeantes, qui sont intéressantes, que derrière, ces personnes-là vont nous considérer comme un expert. C'est pas l'inverse. Ok? Donc ça, c'est hyper important de prendre ça en compte. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Et on parlait tout à l'heure de se présenter. Est-ce que le but, c'est de raconter la solution qu'on fait? Ou le but, c'est de parler des problèmes qu'on rencontre? Les problèmes. Ouais. Pourquoi? Faut valider les problèmes de celui qu'on appelle. Ouais, enfin, admettons là, je suis en event, je rencontre quelqu'un. Voilà, je le croise, ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il me raconte sa petite histoire. Est-ce que moi, je veux lui dire ce que je fais moi, les solutions que je donne? Est-ce que c'est l'objectif? C'est quoi l'objectif? C'est comprendre son besoin, son problème. Ouais, c'est de comprendre ses enjeux, comprendre ce qu'il a envie de réaliser, comprendre son histoire, qui est cette personne, qu'est-ce qui le drive. Et en fait, on ne peut pas le savoir ça si on pose des questions comment. Il faut se baser sur le pourquoi. Pourquoi on a des raisons de continuer à discuter ensemble? Pourquoi sa situation actuelle, elle est comme ça? Pourquoi il n'est pas sorti de ce truc-là? Et c'est parce que justement, on pose des questions pourquoi, on s'intéresse sincèrement à la personne, que derrière, on va pouvoir non seulement rebondir, parce qu'en fait, ça c'est un truc qu'on voit régulièrement quand on va en event, c'est bonjour Guillaume, ça va, enchanté, bon qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah bah tu fais ça, bah moi je fais ça, ok super, et t'as combien de personnes dans la boîte? Ok super, vous êtes combien d'associés? Ok, c'est quoi que vous faites? Ok. La conversation elle est stérile, c'est de l'informationnel, ça n'a aucune valeur. Par contre d'arriver et de dire ok bah tu fais quoi dans la vie? Ok tu fais ça, ok. Et ça se passe comment pour toi là? Ouais, ok. C'est quoi tes enjeux là en ce moment? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi c'est ce truc-là aujourd'hui que tu as en tête? Pourquoi tu as un problème comme ça? Ou pourquoi tu fonctionnes de cette manière-là? Parce que toi, tu identifies quelque chose. Toi, tu te dis, attends, le gars, il me dit qu'il a 5 commerciales, il a un directeur commercial, mais lui, il ne fait pas les ventes. Moi, j'entends tout de suite quelque chose dans ma tête. Je me dis, attends, pourquoi c'est pas lui qui ne fait pas les ventes? Pourquoi c'est pas lui qui fait les ventes? Pourquoi il a 5 commerciaux? C'est ça le bon sujet. C'est de se poser les questions de pourquoi cette personne-là elle fonctionne de cette manière-là, pourquoi cette personne-là elle a cette pensée-là, c'est de creuser un peu le sujet. Et c'est parce que vous creusez les sujets que vous comprenez mieux le marché. Donc ça c'est le premier point, ça va alimenter vos insights. Et puis ça va surtout vous les renforcer. Quand vous entendez 10 personnes dire la même chose, il y a des patterns. Il y a des choses que je retrouve souvent, et c'est ça que je vais utiliser. Qu'est-ce que je vois avec les freelances? Les freelances, généralement, ils sont souvent seuls. Pourquoi? Parce qu'ils restent chez eux, parce qu'ils sont en télétravail. Et c'est super. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ils rencontrent personne. Du coup, ils ne font pas de réseau. Et puis, vu qu'ils sont tout le temps chez eux, ou très souvent chez eux, qu'est-ce qu'ils font?
Et Déprime. oui, mais ça c'est réel, ils peuvent déprimer. Ils voudraient utiliser le réseau, mais vu qu'ils n'alimentent pas, ils rencontrent personne, bah, c'est difficile de faire vivre un réseau que tu entretiens pas. Si tu vois jamais les gens à qui tu demandes des services, c'est compliqué. Et en fait, bah, ça c'est un truc que je vois, mais j'en vois plein d'autres des trucs. Et moi ce que je veux, c'est que dans les insights que vous allez proposer aujourd'hui, parce que le but d'aujourd'hui c'est quand même de rédiger des bons insights, ça va être d'aller hyper précisément dedans. C'est d'aller chercher profondément dans les problèmes qu'on rencontre, dans les enjeux des personnes que vous allez contacter, comprendre pourquoi ils sont dans ces situations-là et pourquoi ils y restent. Qu'est-ce qui les empêche de sortir de ça? Ok? Bon, ça vous l'avez vu, j'en ai déjà un peu parlé. Donc là, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, dans un premier temps, c'est qu'on réfléchisse à deux choses. La première, normalement, la semaine dernière, vous avez identifié, vous avez fait votre votre ICP. Ideal Profile Customer. On est d'accord? Vous avez aussi dû réfléchir à quels sont les problèmes que peuvent rencontrer ces gens-là. Je me trompe? Ce qu'on peut se faire là aujourd'hui, c'est qu'on réfléchisse à quels sont les enjeux qu'ils ont, dans un premier temps, quel est l'écosystème dans lequel ils sont, et quels sont les problèmes qu'ils peuvent vivre, et qu'est-ce qui les empêche de le sortir de ça. Je vous donne un exemple. Je suis dans l'industrie du luxe, je bosse avec des boîtes comme Balenciaga, Chanel et compagnie. Moi, ce que je vois, c'est que toutes ces boîtes, elles vont fonctionner avec des ERP. Pourquoi? Bah parce que c'est des gros mastodontes, qu'ils vendent du produit, et qu'en fait, si tu n'as pas d'ERP à cette taille-là, bah, c'est compliqué. Parce qu'il faut gérer la logistique, il faut gérer les paiements, il faut gérer les livraisons, il faut gérer, en gros, 5 ou 6 pôles différents. La logistique, la production, la vente, la finance. Et bien tout ça, il faut le gérer. Et il y a des outils qui existent pour ça. Donc ça, c'est obligatoire. Je sais que quand j'appelle une boîte qui fait du luxe, qui vend des produits de luxe, je sais qu'ils vont avoir un ERP à partir d'une certaine taille. Et ce que je vois, c'est que quand on va utiliser un ERP, on ne va pas en utiliser 150. On va généralement en utiliser 4 ou 5, qui sont les Oracle, Salesforce, SAP et compagnie. Ce que je vois, c'est que quand on utilise ce genre de ERP, eh ben en fait, on va payer des licences super chères. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, passer par une solution alternative, bah, c'était pas hyper serein. C'était pas hyper safe. Du coup, on passait par les gros. Mais aujourd'hui, 10 ans plus tard, ben, il y a plein de solutions alternatives qui coûtent probablement 10 ou 15 fois moins cher qu'un SAP, un Salesforce ou un Oracle, et qui sont très solides, qui sont très robustes. Et en fait, bah, ce que je vois, c'est que les DSI qui ont repris le poste, eh ben, ils ont juste continué à faire ce qui se faisait avant, sans rechallenger les sujets de base. Alors qu'en fait, ils pourraient cut pour des boîtes comme Balenciaga, peut-être 1 million, 1,2 million, 1,3 million par an. Et ce que je vois aussi, c'est que quand il y a des modifications à faire sur le RP pour que ça soit hyper sur mesure, parce qu'ils ont une spécificité chez Balenciaga, c'est qu'ils vendent, je ne sais pas, un produit spécifique, et ben ces licences-là, ils te demandent de rajouter 250 000 balles pour faire les modifications. Parce que sinon, ils ne le font pas. Parce qu'en fait, ils s'en foutent, ils ont trop de clients. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu as un produit qui n'est pas sur mesure et qui coûte une blinde. Et vous voyez ce niveau de compréhension? C'est ce que je veux que vous ayez. Je veux que vous compreniez pourquoi ils travaillent avec des concurrents, c'est quoi l'intérêt de bosser avec eux, qu'est-ce qui marche pas, sur quoi on peut appuyer pour les faire changer d'avis. Et l'insight, c'est ça. C'est cette compréhension marché, donc comment fonctionne l'écosystème dans lequel je vais prospecter, et ensuite c'est de comprendre comment ça fonctionne en interne, comment c'est structuré, pourquoi on utilise un certain type d'outils, c'était quoi les convictions qu'on avait à l'époque, et les convictions qui doivent changer. Et ça, c'est votre rôle. Votre rôle, c'est de leur faire comprendre qu'il y a une évolution, il y a une transformation à avoir, parce qu'en fait, ce qu'on pensait il y a 10 ans, c'est plus ce qu'on doit penser aujourd'hui. Ok? Vos insights, ils doivent ressembler à ça. Ça vous va, on se donne 10 minutes. Vous me rédigez chacun un insight. Et ensuite, je vais vous montrer comment on le fait pour le call-call. Mais je veux que vous ayez cette logique de compréhension concrète
de pourquoi aujourd'hui les boîtes que vous allez prospecter, elles fonctionnent de cette manière-là alors que c'est une hérésie. Ok? Si c'en est une. Parce que normalement, avec les convictions que vous avez, vous devez savoir si c'est une hérésie ou pas. Gaël, par exemple, un hôtel qui n'a pas d'identité olfactive, probablement qu'il y a 50 ans, c'était pas un problème, mais maintenant que toute la concurrence le fait, et qu'on a compris que ça impactait directement l'expérience client et que ça permettait d'ancrer en mémoire un peu plus l'expérience que tu donnes, et ben en fait, ça vaut au moins un budget marketing. C'est pareil pour les restaurants, etc., etc. Donc, ce que je veux là, c'est que vous réfléchissiez à ça. On se donne 10 minutes? Est-ce que quelqu'un a des questions pour votre insight ou pas? C'est bon, c'est clair? Moi j'ai peut-être une question, est-ce que tu sais si les IA sont plutôt performantes pour générer ce genre de choses, si on leur donne des choses comme ça, ou est-ce que c'est mieux de garder l'aspect manuel? Est-ce que tu penses que quand tu vas arriver en face d'un prospect dans un event, c'est l'IA qui va parler? Non, non, mais pour générer, je sais pas, ce genre de choses, pour trouver des problèmes auxquels on n'avait peut-être pas forcément pensé, pour réfléchir à des choses comme ça. Je pense que c'est un bon moyen de verbaliser des choses que toi tu vois. Ok. Mais le meilleur moyen d'être bon et d'avoir une bonne posture, c'est que ça vienne de ta tête et que tu trouves tes mots. Après, utilise l'IA pour le formaliser, pour mettre des mots un peu plus structurés. Ok. Mais ça doit venir de toi, il faut que ça soit fluide. Parce que quand tu vas appeler au téléphone, si c'est pas fluide dans ta tête, ça va pas bien fonctionner, je pense. Ça va bien? C'est une phrase en insight ou c'est C'est bon. voilà, enfin, ça doit être quelque chose. Tu peux me le mettre en bullet point. En fait, ce que je veux, c'est que tu aies la compréhension. Ok, bah, moi, quand je bosse avec des boîtes de e-commerce, ce que je vois, c'est qu'elles vont généralement investir beaucoup d'argent sur leur nom, alors que ça vaut pas le coup. Pourquoi? Bah, parce qu'à l'époque, il fallait le faire. Maintenant, ça n'a plus d'intérêt. Pourquoi ça n'a plus d'intérêt? Tu vois? Je veux juste que tu mettes le point dessus. Et peut-être que dans d'autres industries, c'est différent. Tu vois? Je sais pas. C'est pas obligé d'écrire un grand paragraphe. L'idée, c'est juste que vous arriviez à architecturer la pensée là-dessus. C'est quoi l'insight? C'est quoi l'insight? Pourquoi ils font ça? Parce que c'est la bonne manière de faire. Tu vois, même un peu plus loin quand même le truc. Pourquoi ils pensent que c'est la bonne manière de faire? Généralement, quand je demande, c'est parce que tout le monde dit qu'il faut le faire. Ok, mais là, c'est plutôt une croyance. Tu vois, comme ça te permet de structurer ton discours. Tu vois, tu pourras dire, moi ce que je vois, c'est que la plupart des fondateurs qui sont pas tech, quand ils veulent lancer un produit tech, ben, ils ont la croyance qu'il faut s'associer absolument avec un CTO. Parce qu'on leur a toujours dit que pour lever des fonds, c'est mieux. Tu vois? Là, tu as un truc plus précis. Bon. On en parlait en plus tout à l'heure. Ça devrait le faire. Vous n'êtes pas obligé de le structurer, je veux juste que vous mettiez les idées derrière ça. Et de toute façon, on va voir derrière comment on le structure vraiment. Il y a des formules qui nous permettent de le faire. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vous redonne un petit peu de temps. Là, quand tu indiques appliquer le framework, tu fais référence à quoi? On va le voir juste après. Ok. On va le voir juste après. Le but, c'est que là, vous formuliez les hypothèses qui sont liées à vos convictions.
Et le tester avec assurance, c'est un truc qu'on va faire juste après quand on va faire du calling. Mais ce que je veux, c'est que vous ayez les hypothèses en tête, pas forcément bien structurées, parce que justement, on va appliquer le framework qui est juste derrière. OK? Qui n'a pas encore fini son insight? Tout le monde, c'est bon pour tout le monde? Ouais? OK. Je vais juste revenir là-dessus. On parlait du aha moment ou du wow moment. Ce qu'on n'a pas dit, c'est la confiance que ça génère. Parce qu'en fait, si je suis en mesure de vous expliquer si je suis en mesure de vous faire comprendre que j'ai une bonne expertise sur un sujet qui peut vous intéresser, bah ça crée de la confiance. Et j'imagine que normalement tous doivent connaître le process de vente. Une fois qu'on a pris le rendez-vous, c'est quoi la première chose qu'on doit essayer de construire? La confiance. La confiance. Donc plus tôt on attaque des insights, plus tôt on a des insights qui sont performants, qui sont puissants, plus tôt on crée de la confiance et surtout plus la confiance est forte. Et en fait, c'est aussi ce qui va vous permettre de rentrer plus profondément dans les conversations avec vos prospects. Si je n'ai pas confiance en vous, pourquoi je vous donnerai mes chiffres? Si je n'ai pas confiance en vous, pourquoi je vous expliquerai mes enjeux? C'est ça l'enjeu premier. C'est bien de vouloir vendre des choses, mais en fait, si la personne en face de vous, elle n'a pas confiance en vous, elle n'a pas conscience que vous êtes la bonne personne pour elle, à quoi bon? Donc la vente, c'est avant tout une question de confiance. Et la confiance, elle se crée par l'insight, parce que justement, on permet de faire comprendre par l'expérience, par l'expertise, par les insights, d'une certaine manière, qu'on a justement cette compréhension marché, ce qui permet de créer de la confiance. Et c'est ce qui permet derrière d'amorcer un début de vente. En tout cas, un début de conversation dans lequel on n'aura pas de barrière. On n'aura pas de barrière, on n'aura pas de restrictions sur les questions qu'on peut poser. On pourra se permettre de challenger. Et c'est aussi ça. Là où en inbound, on a rarement tendance à challenger parce qu'on a un cahier des charges à respecter. Moi, je veux une place à tel prix. Moi, je veux un service de cette manière-là à tel prix. Et si tu ne me le donnes pas, j'irai voir ailleurs. Dans le cas où on va chercher le prospect et qu'on discute avec lui, c'est justement pas pour répondre à un cahier des charges parce que lui-même n'en a pas conscience. C'est parce que vous êtes là, que vous lui faites comprendre qu'il a un problème qu'il n'avait pas vu. Et c'est parce qu'il a un problème qu'il n'avait pas vu qu'il est en mesure de se dire « Putain, ce mec-là, il m'a apporté de la valeur. Et c'est parce que je l'ai challengé que je lui ai donné de la valeur. C'est parce que je suis allé chercher profondément dans ses enjeux, dans ses projets, que derrière, elle se dit « Ok, il y a des trucs que je n'avais pas vus. Et heureusement que ce gars-là, il m'a donné une conversation aussi profonde. » Plus les questions que vous allez poser, elles font mal. Donc, quand je dis elles font mal, elles sont deep, elles sont personnelles. Plus vous créez de la confiance. Et c'est ça le but. Il ne faut surtout pas avoir peur de mettre son prospect dans une situation de gêne. Au contraire. Alors attention, il y a des manières de le faire. Il faut que ça soit cohérent par rapport à au projet que vous avez avec lui. Mais le but, c'est absolument pas d'être consensuel. Au contraire. C'est de pouvoir le challenger, lui faire mal sur ses incohérences et le mettre en face de sa réalité. Parce que ça, c'est un truc qu'on voit souvent. Le cerveau humain, il est pareil pour tout le monde. Il va souvent minimiser les problèmes. On pourrait le dire autrement, on ne va pas forcément se raconter la bonne histoire. Parce que non, mais c'est bon, je ne fais pas assez de ventes, mais c'est pas grave, parce que en fait, j'ai réduit mes coûts. Non, c'est très grave, parce qu'en fait, tu ne devrais pas réduire tes coûts. C'est juste que tu es en train de minimiser le truc, parce que tu essaies de te trouver des bonnes raisons. Notre rôle à tous, c'est justement de les remettre dans le droit chemin, de leur faire comprendre que c'est grave. Il faut que tu règles le problème au lieu de te dire que c'est OK. D'où cette logique de challenger. Et pour pouvoir challenger, il faut créer de la confiance. Pour pouvoir créer de la confiance, il faut montrer de l'expertise. Et ça passe par l'insight. Donc vous voyez, l'insight, c'est vraiment la base de toute votre vente. Mais on ne peut pas avoir d'insight si vous ne comprenez pas le marché que vous voulez attaquer. D'où cette logique
Donc d'aller chercher l'expérience et de le tester. De tester des insights. Il y en a qui marcheront, il y en a qui ne marcheront pas. Et c'est OK. C'est le marché qui vous le dira. C'est pas vous qui savez ce que les gens veulent. C'est le marché qui vous le dira. Et le meilleur moyen de se confronter au marché, c'est de l'appeler, c'est d'aller en event. OK? Et de faire des rendez-vous. Et plus vous challengerez, plus vous aurez les informations. Et ça sera précis, ça vous permettra d'avoir des insights qui sont de plus en plus puissants. OK? Généralement, on va pouvoir s'appuyer pour faire ces insights sur d'autres éléments que le marché. Ça va être des opinions. On en parlait tout à l'heure. La plupart des gens pensent que pour créer un SaaS, quand on n'a pas un profil tech, c'est de s'associer avec un profil tech. Parce que c'est plus facile de lever des fonds. Qui pense ça? Vous avez le droit de le penser, il n'y a pas de problème avec ça. Personne d'autre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de faire? Ou est-ce qu'il n'y a que ça? Je pense que factuellement, c'est pas complètement faux, parce que sinon, les gens ne sont pas complètement imbéciles. Mais est-ce que c'est l'unique manière de faire? Est-ce qu'il n'y a pas des manières qui peuvent fonctionner autrement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de fonctionner? Je pense que si. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette logique-là. Alors, c'est peut-être une opinion qui n'est pas très populaire, mais je ne suis pas d'accord avec le fait de s'associer forcément avec un profil tech pour développer un produit tech. Je pense qu'en fait, si tu drives ta boîte par les ventes, si tu te focuses vraiment sur le problème, tu peux très bien recruter quelqu'un qui ne sera pas associé, ou un partenaire, qui pourra faire le même job, et puis tu n'auras pas besoin de donner de part. Les deux se challenge. Mais c'est une opinion qui est en divergence par rapport à ce que la plupart des gens pensent. Et c'est ça qu'on veut, c'est créer ce paradigme, c'est changer la manière dont les gens peuvent penser et pas rester dans le consensus. Ensuite, un truc qui va nous permettre aussi d'identifier des insights, ça va être les contradictions qu'on va pouvoir identifier. Par exemple, moi, je recrute un directeur commercial, comme ça me permet de ne pas avoir à gérer le truc, pas avoir à gérer la vente. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Factuellement, on pourrait, déléguer, c'est pas un problème. Le problème, c'est que lui n'a jamais vendu, ou très peu. Donc en fait, il va demander à quelqu'un de faire quelque chose que lui-même n'a jamais fait, ou très peu. Et après, il va dire, le commerçant, il n'a pas bien vendu. Ah ouais, c'est vrai. Mais il y a une contradiction là dans ce que tu me dis. Tu es en train de me dire, salut Alan. Installe-toi, je t'en prie. Poussez une des... Ok, nickel. Il y a une contradiction. Moi, tu me dis que le gars que tu as recruté, il doit vendre, mais toi-même, tu l'as pas fait. Je sais pas vous, mais moi, il y a un truc qui me dérange là-dedans. Parce qu'en fait, comment tu veux demander à quelqu'un de vendre ce que toi-même, tu n'es pas capable de vendre? Alors que c'est toi le patron de la boîte. Ça ne marche pas. Je vois une contradiction. Et le dernier truc, c'est que souvent, quand vous allez être en call, vous allez avoir des objections. Alors, tu vas avoir les objections basiques, comme « non, mais là, j'ai pas le temps, je suis en réunion, etc. etc. » Mais il y a d'autres objections que vous allez avoir en rendez-vous qui vont vous permettre d'alimenter vos insights. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui aurait une objection qui revient régulièrement pour laquelle vous n'êtes pas d'accord avec votre prospect? C'est pas un sujet urgent. Par exemple, pourquoi c'est pas un sujet urgent? En règle générale. Pourquoi toi tu penses que c'est un sujet urgent et eux ils pensent que c'est pas le cas? Parce que moi je veux vendre, mais lui, c'est pas dans sa roadmap, c'est pas dans son quotidien, c'est Ouais. pas dans ses priorités métiers, où il n'en a pas conscience. En fait, lui il pense que c'est pas un sujet urgent, alors qu'en fait,
C'est clairement un sujet urgent. Le gars, il perd 30 ou 40 000 et après, le gars, il dit qu'il n'a pas, 12 000 à mettre sur un produit. Bah ouais, mais en fait, si tu en perds 30 tous les ans, bah ouais, c'est normal. C'est juste que toi, tu n'as pas conscientisé. Et le problème, c'est que penser que c'est pas que c'est OK et que la plupart des gens que tu rencontres, ils disent que c'est pas un problème, que c'est pas urgent. En fait, si. Donc l'insight derrière, ça peut être, nous, souvent ce qu'on voit, c'est qu'on pense que traiter ce problème-là, c'est pas très urgent. Alors que la réalité, c'est que derrière, ça nous permet de débloquer 30 ou 40 000. Parce qu'en fait, ce qu'on voit pas, c'est que quand on vient investir sur tel sujet, qu'on vient investir sur son nom de domaine, pour pouvoir être référencé numéro 1 sur son nom, ça sert à rien. Parce que vous avez tellement de notoriété qu'en fait, personne ne pourra se mettre numéro 1 sur vous. Donc en fait, on va mettre 30, 40 000 sur la table chaque année pour un truc qui sert à rien. Et en fait, c'est 30 ou 40 000 qu'on ne peut pas réinvestir ailleurs. Donc si, je pense que c'est un sujet important. Insight. Pourquoi? Parce que j'ai une objection récurrente de « mais non, mais c'est pas un sujet pour moi ». En fait, c'est pas un sujet pour eux, parce qu'en fait, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils perdent. Vous voyez le truc? C'est comme ça qu'on structure, c'est comme ça qu'on comprend les insights. C'est comme ça qu'on s'en nourrit. Donc maintenant que vous en avez tous au moins un ou deux, on va essayer de les structurer. Hop. Je vous ai filé plein de structures. Elles fonctionnent toutes. Elles sont toutes faites pour raconter une histoire. Ne les lisez pas tout de suite, je vous donne un peu d'explication avant. Et puis ensuite, vous les structurerez par rapport au modèle qui vous convient le mieux. Le but, c'est comme dans l'AIDA, c'est d'avoir une structure. Parce que les structures, elles sont faites pour parler au cerveau et non pas aux humains. Lisez pas encore, attendez, hop. On va gagner du temps. Donc le but d'utiliser des structures, la première, c'est d'être concis. Ça va vous obliger à être concis dans ce que vous racontez. Mais surtout, ça vous permet de parler à des cerveaux. Toutes les structures qu'on va utiliser, notamment l'AIDA, elles sont faites pour parler avec des biais cognitifs, pour utiliser des biais cognitifs. Et en fait, les structures que là je vous ai données, c'est des structures qui sont basées sur des histoires. Et les histoires, c'est quoi? C'est super parce que c'est des choses qui captent l'attention et qui captent le public. C'est des choses que les gens visualisent. Puis au-delà de ça, le meilleur dans cette histoire, c'est que quand on met un personnage qui ressemble à la personne qu'on a en face, non seulement elle se retrouve dedans, mais ensuite elle va te dire si c'est une histoire qui lui parle ou pas. Et c'est tout le but de l'insight, c'est de raconter une petite histoire dans laquelle vous voyez des problèmes. Et c'est bizarre parce que le personnage principal, c'est votre prospect. Mais c'est pas lui directement, c'est tous ceux qui lui ressemblent. Comme ça, lui, vous vous mettez à côté de lui et tu dis, tu vois, tous ces gens-là qui te ressemblent, ils ont ces sujets-là. Toi, c'est un truc qui te parle à toi? Lui va te dire, ouais, moi j'ai déjà vécu ce truc-là. Et ça tombe bien. Quand est-ce qu'on peut en discuter, du coup, si c'est un truc qui te parle? Et je pense que dans le call, vous l'avez certainement déjà eu pas mal de fois. C'est, ok, moi j'identifie ce truc-là, est-ce que c'est un truc qui te parle? Est-ce que c'est un truc que tu as déjà identifié? Est-ce que c'est un truc que tu as déjà vécu? Ouais, quand est-ce qu'on en discute? C'est un truc qu'on voit régulièrement dans le call, mais c'est un truc qu'on peut voir aussi en event. Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, le premier sujet, ça va surtout pas être de répondre qu'est-ce que vous faites vraiment. Ça va d'abord être de s'intéresser à la personne en face. Donc vous pouvez retourner la question. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi tes enjeux? Comprendre un petit peu tout ça. Et une fois que tu as posé 5, 6, 7 questions et que tu as creusé un peu le truc, tu peux lui lâcher un insight. Lui dire, je sais pas, moi si j'ai rencontré un directeur de garage, et que je dis, tu vois, et que moi je fais du SIA pour des garagistes, parce que je sais que les garagistes, ils ont besoin d'être référencés sur Google Maps, pour que dès qu'il y a un problème et qu'on tape garagiste Seine-Saint-Cloud, je vais avoir ce gars-là qui va ressortir en premier. En fait, moi ce que je vois, c'est que la plupart des garagistes, ils se sont jamais intéressés à ça, alors que pourtant, aujourd'hui, quand on cherche un garagiste, on cherche le garagiste à côté de là où on a un problème. Et en fait, le meilleur moyen de capter du business, c'est juste d'être visible sur les endroits où on recherche, c'est-à-dire Google. Donc pas besoin de faire des vidéos de promotion TikTok et compagnie, parce qu'en fait, c'est pas là où on vous cherche.
Là, on vous cherche, c'est Google. Donc j'ai parlé de ce gars-là, mais je ne lui ai pas dit toi personnellement. Je lui ai raconté l'histoire d'un garagiste qui en fait n'a pas compris que le meilleur moyen d'avoir du business supplémentaire en ligne, bah, c'est de se concentrer sur Google. Je lui ai pas dit comment je faisais. Et lui, qu'est-ce qui va arriver du coup? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que lui il va se dire bah ok, bah comment on fait? Bah, si tu veux qu'on en discute, on prend rendez-vous. Et là, c'est lui qui va vouloir prendre rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il a identifié que vous aviez une expertise et que ça peut l'intéresser. Parce que vous avez raconté la bonne histoire. Ok? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ouais. Si on prend d'insight, par exemple, dans un code call, est-ce qu'on a une seconde chance? Ouais. Ouais. Ça, c'est une très bonne question. Normalement, vous devez au moins avoir une dizaine d'insights chacun. En fonction des typologies de personnes que vous appelez, en fonction des typologies de secteurs que vous appelez. Il y a des secteurs qui ont des spécificités que d'autres n'ont pas. Et donc, bah, il faut aussi s'appuyer dessus. Ça crée de la confiance. Et de l'autre côté, ça va aussi dépendre, en call-call tout du moins, du niveau de confiance que vous avez réussi à créer dès le départ. Parce qu'en fait, le call-call, c'est quoi? C'est une jauge de vie. Comme Mario, vous avez une jauge de vie, et à chaque fois que vous parlez, la jauge, elle descend. Jusqu'au moment où vous êtes capable de rehausser ce niveau de vie. Donc comment on fait? On va utiliser des éléments de réassurance. Donc je parlais tout à l'heure de l'industrie du luxe. Quand j'appelle une industrie et que j'ai déjà bossé avec un acteur du luxe, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en parler. Je vais dire, bah, écoute, moi j'ai l'habitude de bosser avec des acteurs de l'industrie du luxe. J'ai bossé notamment avec un tel. Généralement, tu prends un beau nom quand tu en as un. Et tu vas t'appuyer dessus pour lui dire... donc là, je suis en train de parler des acteurs et je lui ai donné le nom de son concurrent. Hop! Là, ça va capter son attention parce qu'il se dit quoi? Attends, mes concurrents, ils bossent avec lui. Pourquoi ils bossent avec lui? Donc là, je vais attribuer un peu plus de temps pour essayer de comprendre pourquoi ils bossent avec lui. Parce que si mon concurrent il bosse avec lui, il y a peut-être une bonne raison. Donc je vais utiliser des éléments de réassurance pour pouvoir rehausser ma jauge de vie. Et donc ça va me permettre de pouvoir balancer peut-être un insight. Et puis si jamais ça ne lui parle pas, bah, c'est de rebondir sur un deuxième. Et généralement, on va avoir une arborescence d'insight. Donc par exemple, ça va être, moi ce que je vois, c'est que quand on fait de l'inbound, quand on fait que de l'inbound, par exemple, on ne maîtrise pas sa croissance. Okay. Non mais moi je ne fais pas que de l'inbound. Ah, objection. Non mais moi ça ne me parle pas, je ne fais pas que ça. Ok. Bah, moi ce que je vois, c'est que quand on a un mix, c'est plutôt positif. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a toujours des trous dans la raquette parce qu'il y a tel problème. Ça, c'est peut-être un truc qui te parle un peu plus, peut-être. Et tac. Et je rebondis sur les objections pour l'orienter vers l'insight qui lui parlera le mieux, parce que je sais que dans telle situation, quand le gars il me dit « moi j'utilise ce truc-là où je suis déjà équipé », il y a peut-être un autre problème sous-jacent. Et donc, je veux que vous ayez une arborescence d'insight en fonction de ce que la personne vous dit. Donc celui qui me dit non mais moi j'ai pas besoin d'un ERP, j'en ai déjà un. Super. Bah moi vous bossez quoi, Salesforce ou un autre? Ouais, c'est ça. Bah, moi ce que je vois c'est que quand on va bosser avec eux, on va avoir deux problèmes majeurs. Le premier c'est que ça coûte une blinde. J'imagine que vous ça doit vous valoir peut-être 1 million, 1,2 million. Et puis surtout, c'est que dès qu'on va avoir besoin de faire du sur-mesure, ça va nous coûter 250 000 balles très vite. Ça te parle? Ah ouais, c'est vrai qu'ils abusent un peu sur les prix. Voilà, bah c'est de ça dont j'aimerais parler avec toi. Je suis persuadé qu'il y a des alternatives qui peuvent être très bonnes et qui peuvent te permettre de réduire les coûts. Surtout en ces périodes un peu compliquées. Et là, tac, j'ai perdu le premier insight. Ça ne l'a pas touché, mais je rebondis sur un deuxième qui est pertinent par rapport à ce qu'il va me dire. Donc oui, on peut rebondir sur plusieurs insights. Mais la jauge de vie, moins tes insights sont percutants, plus ta jauge de vie elle tombe, jusqu'au moment où le gars, bah, c'est bon, tu l'as perdu. Merci, au revoir monsieur, j'ai pas le temps, au revoir. Pas intéressé. Et c'est pas grave, on pourra le rappeler dans 3 semaines et tenter un autre discours. Ok? Donc n'hésitez pas à rebondir sur 2, 3, 4 insights en fonction de ce qu'il vous dit. Et généralement, quand on vous pose des objections, c'est pas personnel. C'est pas non mais ce mec-là m'emmerde, j'ai pas envie de discuter avec lui. C'est juste que lui, il se défend, ce qui est normal, hein, en call parce qu'il ne s'attendait pas à avoir votre appel. Et en event, généralement, c'est pas qu'il va se défendre,
c'est plutôt qu'il va poser ses propres problèmes. Il va dire « Ah non, mais moi, j'ai déjà ce truc-là, en fait. » Donc en fait, ce que tu me dis, ça ne me parle pas. Donc c'est pas qu'il n'est pas d'accord avec vous, c'est juste que l'insight que vous lui avez proposé, il n'est pas pertinent pour lui. Donc le meilleur moyen de redevenir pertinent, c'est de rebondir sur autre chose et relancer un autre insight. Peut-être que le deuxième ou le troisième lui parlera. Ok ? Je vous remets les structures. J'aimerais que vous le tourniez de au moins 3 manières, parce qu'on va les tester derrière. Donc généralement, on teste un insight sur une quinzaine de personnes connectées, hein, c'est-à-dire 15 personnes avec qui on a discuté au téléphone, pas 15 appels. Les gens qui ne répondent pas, ça, je ne les compte pas dedans. D'accord ? Si vous avez besoin d'aide là-dessus, n'hésitez pas. Et s'il vous plaît, juste dans les insights, on n'est pas là pour faire du consulting. Là, les offres de consulting gratuits, là, ça n'existe pas. On n'est pas là pour faire un cours. On n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire. On est là pour leur parler des choses qu'on voit, des problèmes qu'on voit, non pas les solutions qu'on devrait mettre en place. Il y en a beaucoup qui donnent des cours. Parce qu'ils ont une expertise, ce qui est normal, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le but d'un insight. D'accord ? Vous n'êtes pas là pour dire ce qu'ils doivent faire. Vous êtes là pour leur mettre le doigt sur les problèmes qu'ils ont au quotidien. Go ? On se donne 10 minutes ? C'est le même insight qu'on doit mettre sur plusieurs formes. Exactement. En fait, il y a des structures qui vont être plus ou moins favorables. Je vais vous le mettre à disposition. Je te l'envoie, Jérôme. Non, c'est pas ça, je le vois pas de loin. Ah ouais, ok. My bad. Il faudrait que je le mette en plus gros. En gros, il y a des structures qui fonctionnent plus ou moins bien en fonction de ce que vous avez identifié. Ça va dépendre de si c'est une expérience, de si c'est une opinion que vous avez, de si c'est un problème plus spécifique. Donc il y a des structures qui seront plus à même de fonctionner. Et moi, ce que j'aime bien faire, ça c'est plutôt de la gymnastique d'esprit, c'est de le tester de 3 manières différentes, 3 manières de le dire. Ok ? Comme ça, quand vous êtes en rendez-vous, quand vous êtes en event, c'est fluide, parce que vous avez des manières de le dire qui sont structurées. Et en fait, même si ce n'est pas la bonne, la structure exacte, vous avez quand même des manières de le dire qui sont quand même suffisamment structurées pour que ça semble cohérent. Ok ? Ce que je veux, c'est que vous puissiez passer d'une formule à une autre sans que ça soit un problème. Et pas les apprendre par cœur. Ok ? Ce que je veux vraiment, c'est que vous ayez cette gymnastique d'esprit de pouvoir parler d'un sujet de 5 ou 6 manières différentes. Ok ? Sinon, on peut prendre n'importe qui fait un script et on lit des scripts. Mais c'est ce qui fait la différence entre des prospecteurs et des chefs d'entreprise. Si vous portez vos convictions, vous êtes en mesure de pouvoir parler de vos convictions de la meilleure des manières. Et je pense que c'est ça qui crée votre posture et c'est ça qui fait qu'on ne va pas voir les autres. Parce que justement, vous êtes la personne qui est précis, qui sait de quoi il parle. Et qui sait en parler. Ok ? C'est quoi les insights, on peut parler de nos concurrents, Tu peux parler de ce que tu veux. Si tu vois que chez la concurrence, ils ont des mauvaises pratiques et que c'est quelque chose qui est récurrent et que en fait c'est une catastrophe, oui, parle-en. Si tu vois que, je parlais tout à l'heure de l'insight des concurrents de la boîte pour laquelle je prospectais, qui était très cher et qui avait des frais de développement custom très très chers. C'est des problèmes qui existent. Le but, c'est pas de taper dessus, c'est pas de dire ils sont mauvais, mais plutôt de dire, il y a un trou dans la raquette, il y a des trucs qui sont pas top. Et ça, en général, on commence au bout du deuxième ou du troisième insight, c'est pas le problème. Tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux, c'est le marché qui te dira ce qui est bien et ce qui est pas bien. Même moi, je peux pas te dire s'il est bien ou il est pas bien. La réalité, c'est que la structure, je pourrais te la donner, mais c'est le marché qui décidera de si ça fonctionne ou pas. Pour ceux qui ont déjà terminé le premier insight et l'avoir déjà bien structuré, ils peuvent déjà en attaquer un deuxième. Ouais. Le sixième insight, c'est-à-dire qu'il faut personnaliser avant.
C'est ce que tout le monde Oui. copie. Oui, j'ai pas mis le... Par exemple, on va mettre la sécurité informatique. Tout le monde pense bien faire, mais c'est effectivement ce qui est invisible. Ouais, tout le monde pense qu'il faut s'équiper en sécurité informatique quand il y a un problème, alors qu'en fait c'est déjà trop tard. Parce que justement, on va se retrouver dans la situation où, en fait, on va perdre 3, 4, 5 ans de non-investissement. Parce qu'en fait, même si on avait investi ces 5 dernières années, bah, ça nous aura coûté moins cher que si on se fait pirater, quoi. Ça, c'est un truc con, hein, mais ça parle à tout le monde. Et il faut que l'insight il soit très, très clair. Pas de mots compliqués. On évite les anglicismes aussi. C'est mieux. On peut tout dire de manière simple. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fini leur insight? Oui, non. Plutôt non, du coup. Ah oui, ils ont sorti sur les insights. Tu peux parler fort, hein, t'inquiète. Hein. Tu peux parler normal. Hein. Ah ouais, non, je teste, Hmm? je vois ce qui est possible de faire. Ouais. Essaie de repartir de ce que tu as déjà vu, des gens que tu as déjà rencontrés. Des trucs sur lesquels tu te dis, je suis d'accord, ou des trucs sur lesquels tu dis, je sais pas moi, le dernier rendez-vous, tu te dis, non mais il dit que de la merde. C'était déjà arrivé ça? Le qui dit, mais non, mais on n'a pas besoin. Non? Je me fais énormément de rendez-vous avec C'est pour être quoi les hypothèses? les hypothèses que les gens pourraient avoir. Genre, c'est pour être quoi le problème potentiel? Ensuite, c'est quand ils pensent par exemple que le système numérique est sécurisé, qu'il est passé. Ou alors ils font même pas attention parce qu'ils pensent que c'est pas exactement comme ça. Mais quand il y a un grand groupe qui va leur dire voilà, on a envie de signer avec vous, etc., ou qu'ils vont être face à un mur parce qu'ils n'ont pas géré tout ça, bah, ils vont se rendre compte que l'hypothèse qu'ils avaient au départ, elle était... Qu'est-ce que ça coûte de le passer versus de passer à côté d'une grosse opportunité? Bah, il y a un coût d'opportunité qui est énorme parce que les deals, les gros deals, c'est plus de millions. Ouais. Alors que... Mais ça, ça coûte combien de ne pas avoir l'assertif et de passer à côté d'un deal? En fait, ça sert à quoi d'attaquer des grands groupes si tu t'exposes au risque de ne pas pouvoir bosser avec eux? C'est dommage. Donc c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de ressources et une perte de gains. Ça coûte combien tout ça? Hop, excuse-moi. Est-ce qu'il y en a qui ont fini leur insight ou... Qui? J'ai jamais fini, quoi. Ou qui veut que je challenge son insight là rapidement? Personne? Personne veut soumettre son insight? Ah, de toute façon, vous allez tous le faire, hein, donc... Ouais. Tu vas en tête? Ouais. Ok. T'as pas le temps pour ton ISO, t'as encore moins le temps de perdre des contrats. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ok, c'est-à-dire... c'est qui les boîtes qui n'ont pas le temps pour les ISO? Un peu tout le monde en vrai, mais surtout les startups en général. Parce que moi, par exemple, j'ai besoin d'une ISO. Non. Pourquoi? Parce que t'as pas de solution tech, tu gères pas la donnée sensible. Ouais. Et puis quoi d'autre? Enfin, je peux gérer de la donnée sensible. Hein. C'est vrai. Si je suis en coaching one-to-one avec vous, je sais exactement ce qui se passe dans votre boîte. C'est vrai. Mais quoi d'autre? Pourquoi moi, ça pourrait pas tellement m'intéresser le sujet de l'ISO 27001? Non, ouais. Parce que t'es pas la bonne personne peut-être? Ah, je suis le fondateur de la boîte. Enfin, un des fondateurs, quoi. C'est pas la bonne typologie de boîte? Pourquoi c'est pas la bonne typologie de boîte?
Parce que t'es pas une boîte qui a forcément besoin de 26 000 pour pouvoir signer des grands groupes, ou alors Exactement. En fait, comment tu veux être précise si tu dis à tout le monde, en gros, si t'as pas le temps pour ISO 27001? Non, en fait, le truc, c'est que moi, ce que je vois, c'est que quand on veut bosser avec des grands groupes et qu'on a une solution tech, on est quasiment obligé de bosser avec l'ISO 27001. Parce qu'en fait, sinon, on s'expose à ce qu'on se prenne des refus, alors qu'on aura passé 4 ou 5 mois à essayer de rentrer dans le groupe et se faire référencer. Ok. C'est quand même con. Ok, mais plus de contexte dans le tête. Ouais. C'est précise, on parle de qui exactement? Ok, ça marche. Parce que si moi tu me dis ouais, c'était pas le temps pour ISO 27001, je dis bah non, je sais même pas ce que c'est et ça m'intéresse pas. Ouais, donc, ok. Sois plus précis dans cet insight. Ouais, James. Beaucoup de fondateurs d'agences pensent qu'un site ultra créatif est la bonne manière de se différencier, et en réalité, c'est exactement ce qui les empêche d'être visibles. Un beau site, s'il n'y a pas de logique d'acquisition derrière, reste invisible. Est-ce que c'est une problématique que vous avez identifiée aujourd'hui? Ouais, ok. Je trouve ça un peu long. Ouais, un raccourci. Je trouve ça un peu long. Comment on peut le dire de manière beaucoup plus simple? Moi, j'aime bien utiliser, moi, ce que je vois avec les boîtes qui font ça, c'est que souvent, alors que, ça c'est mon petit truc à moi, parce que je suis très à l'aise dessus, je peux le faire à toutes les sauces. Mais moi, ce que je vois, c'est que quand on est une agence B2B, on a beaucoup de concurrence, et l'un des moyens qu'on trouve, généralement pour se différencier, c'est d'avoir un site hyper bien brandé. Mais ce qu'on ne prend pas en compte, c'est qu'en fait, un site internet qui est super bien brandé, mais qui n'est pas visible, bah, ça sert à rien. Un truc qui te parle? Plus c'est simple, mieux c'est. Tout le monde pense que l'intelligence artificielle est une menace pour leur job. En réalité, je vois que c'est une opportunité. Ouais, pourquoi? Pourquoi c'est une opportunité? Parce que c'est l'occasion de revoir tes process Ouais. et de faire moins de tâches manuelles. Donc, c'est une opportunité non pas parce que ça réduit l'emploi, mais parce que Ça augmente ta productivité. c'est ça le vrai truc. En fait, souvent, on pense que l'IA, ça va défoncer l'emploi, alors que la réalité, c'est qu'on est plutôt dans une logique d'optimisation de la productivité. Tu vois, tourner le truc de la manière qui vous permette de changer le prisme. On parlait tout à l'heure de changer le paradigme, c'est exactement ça. Moi, je le vois comme le truc qui va défoncer l'emploi, alors que la réalité, c'est qu'on peut aussi le voir comme l'outil qui va permettre à vos salariés d'être 4 fois plus productifs. C'est la même solution, mais sortie d'un autre prisme. Bah, c'est la création de valeur au lieu de la destruction de valeur. Exactement. Ouais, c'est parfait. Souvent, on voit l'IA comme quelque chose de destructeur, alors que la réalité, c'est que ça apporte énormément de valeur. Non seulement ça apporte du confort aux équipes, mais en plus, ça apporte de la productivité aux équipes. Donc, je vois aucun intérêt à ne pas l'utiliser, quoi. Ok? Qui veut me soumettre son insight? Sinon, je désigne. Hein. Yes. Tout le monde souhaite s'équiper en solution de sauvegarde et de restauration complète et facile d'usage. Parle un petit peu plus fort que... Tout le monde souhaite s'équiper en solution de sauvegarde et de restauration complète et facile d'usage et qu'ils sont confrontés à un problème et c'est déjà trop tard. Alors que s'ils prennent en amont, est rassurant et décisif. Et si tu me le fais de manière plus synthétique, avec des mots plus simples? Ouais, je peux supprimer des... Ouais, comment ça tient sur une phrase, quoi. Tu me la redonnes et je vais essayer de le synthétiser. Tout le monde souhaite s'équiper en solution de sauvegarde et de restauration complète et facile et qu'ils sont confrontés à un problème et c'est déjà trop tard. Alors que s'ils prennent en amont, est rassurant et décisif. Assure? Rassurant et décisif. Ok. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mots qui sont très littéraires. Tu vois, on voit que tu lis, mais là, il faut le parler. Et le meilleur moyen de dire ça serait peut-être de dire, en fait, toutes les boîtes qui bossent sur tel outil, ils ont besoin d'avoir des outils de sauvegarde qui ne sont pas du tout intégrés dans les solutions qu'on a.
Et en fait, bah, le fait de ne pas s'équiper, on va se retrouver dans la situation où on va avoir tel problème parce que je sais pas quoi. Il faut que je veux qu'il y ait une histoire logique. Tu vois, c'est la situation initiale du personnage qui ensuite va vivre sa vie normale jusqu'au moment où il y a le problème. Et là, c'est le bordel. Conséquence. Ben, est-ce que tu auras un insight à nous partager? Moi, ce que je remarque, c'est que tous les clients qui ont installé du tableau dans ces 5 dernières années, aujourd'hui, ils commencent à décommissionner. À quoi? À décommissionner, à changer d'outil. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas suffisamment performant comparé à ce qui se fait sur le marché. Ok. C'est quoi le truc qui fait que tu as pas cette valeur supplémentaire? Pourquoi il est pas assez performant par rapport à quoi? Je pense que mon point, c'est plus de faire bouger le client sur le fait que, en fait, nous, on a du tableau, on semble être content avec, et pourtant, tous les autres, ils partent de cette solution. Pourquoi ils partent? Qu'est-ce qu'ils ont compris que eux ils n'ont pas compris? Que les tarifs vont augmenter dans les 3 prochaines années parce qu'il y a eu un rachat. Ça, c'est le problème. Moi, ce que je vois, c'est que tous ceux qui bossent avec du tableau, ils n'ont pas encore compris que vu que ça a été racheté, les prix vont augmenter. Et on avait calculé nos coûts sur la base de, je sais pas, X milliers d'euros, ou sur la base des tarifs actuels, alors qu'on sait très bien que dans les 3 ans, ça va être multiplié par 2 ou par 3. Tu vois, et le problème, c'est pas tellement que le produit n'est pas performant. Le problème, c'est qu'il vient d'être acheté et que les prix vont augmenter. C'est ça le vrai problème. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme insight? Yes, Louis. Moi, je suis sur une boîte de vente de biens et de produits physiques en B2B. Moi, ce que je vois, c'est que gérer le cycle d'une commande client, c'est un process qui est dense, qui implique plusieurs équipes, plusieurs outils. Ouais. Quand il y a un grain de sable dans l'engrenage, bah, c'est tout qui est grippé. Ok. Des coûts, un cash flow qui est impacté. Ça, c'est parce qu'on a une donnée trop fragmentée entre les outils, il y a trop de monde dans le process. Ok. Ça fait beaucoup de mots compliqués pour dire quelque chose d'assez simple. Comment on peut... Déjà, on parle de qui? Qui a ces situations-là? C'est généralement les directions financières des boîtes qui gèrent les process les process commerciaux sur tout le cycle du devis à l'encaissement. Ouais, de tout type de boîte ou de boîtes d'une certaine taille qui gèrent un certain volume de vente? Non, toutes celles qui ont un multisecteur, mais toutes celles qui vendent des biens et des produits physiques. Donc généralement une boîte qui vend... Une boîte industrielle, une boîte de produits... mais tu vois, par exemple, une boîte qui vend 3 machines par an et qui les vend 150 000, est-ce qu'ils ont un vrai besoin d'avoir cet outil? Non, a priori. Donc qu'est-ce qui différencie une boîte comme celle dont je viens de te parler et une boîte qui pourrait avoir besoin de ce service? Le volume. Okay. C'est ça le distinguo. Okay. C'est pas toutes les boîtes, c'est toutes les boîtes qui ont du volume de vente de produits physiques. Ils se retrouvent dans la situation où il y a toute une logistique pour la livraison, pour la vente, pour le transfert des informations, pour faire la livraison dans les bons timings et tout ça. Et c'est parce que justement il y a des boîtes qui ont des volumes, qui doivent traiter énormément de données, qu'ils ont besoin de cet outil. C'est ça le truc. Okay. Donc ce que tu vois, c'est que dans les boîtes qui vendent des produits physiques et qui ont de forts volumes de vente, ben, c'est toujours un beau bordel d'organiser les ventes, la logistique, la finance, les livraisons. Et en fait, bah, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette, on perd pas mal d'argent sur des données qui ne sont pas forcément bien remplies, ou sur des clients qui s'en vont parce qu'ils ne sont pas satisfaits, parce que le service n'est pas bien fait. C'est plus simple à comprendre. Tu vois. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que j'ai raconté. Est-ce que c'était clair ou... Ouais, c'est mieux. Donc on évite les mots compliqués, tu vois, les sophistiqués, fragmentation, poubelle. Des mots simples. Qui d'autre? De toute façon, vous allez tous y passer. Donc... Yes, Gaël. Comme vous le savez, dans l'hôtellerie, un client peut
embaucher. Est-ce que ça vous parle? Ok. C'est quoi le problème qu'on voit là-dessus? Alors ça, c'est la création de... Ouais. Donc ça, c'est... Souvent, on pense que le client, il va oublier le nom, alors qu'en fait, il oublie rarement une odeur. Et pourquoi c'est un problème de ne pas l'avoir? En fait, c'est pourquoi on pense que c'est pas important de l'avoir. C'est plutôt ça le bon sujet. Parce que ça... Il n'y a pas l'avoir, en fait, ça crée un manque de fidélisation et de rétention en fait, du client. Ouais. Donc c'est... Souvent, la plupart des hôtels pensent que c'est pas nécessaire de l'avoir, alors qu'en fait, ne pas l'avoir, ça provoque ce truc-là. Ou alors l'avoir, ça améliore ça. Le but, c'est vraiment de lui faire comprendre qu'il y a un truc qu'il ne fait pas, ou qu'il pense, et qui n'est pas forcément la bonne manière de voir les choses. Ok, Jérém? Alors, la majorité des marques sont obligées d'acheter leur nom de marque sur Google Ads, non pas pour gagner en visibilité, mais simplement pour se défendre. Et c'est du coup une partie précieuse de leur budget qui est gaspillée pour protéger leur marque, au lieu de l'allouer sur de l'acquisition client. Ouais, pourquoi il la gaspille? Si c'est pour se protéger. Pourquoi il la gaspille? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il la gaspille quoi? C'est pourquoi gaspiller et pas investir du coup? Ouais. Pourquoi la gaspiller? Bah, la gaspiller parce qu'ils sont premiers en SEO aussi. Et ben voilà, ouais. Il est là le sujet. Faut que je le rajoute, Ah ouais, si tu as une notoriété qui est éclatée au sol, oui, il faut que tu te protèges. Mais si tu as une bonne notoriété et que tu es le numéro 1 sur ton nom, tu n'as pas besoin. C'est ça qui fait toute la diff. C'est ça la nuance. C'est le truc qui fait qu'ils gaspillent versus ils investissent. Ouais. Qui d'autre? Yes. On croit souvent que notre infra est suffisamment sécurisé, mais dans les faits, 9 boîtes sur 10 qui signent des gros contrats ont été obligées de se certifier, et celles qui ne le sont pas passent à côté de centaines de milliers d'euros de certifiés ISO 27000. Ok. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Un peu compliqué, ça peut. Moi j'ai tout compris. Est-ce que vous avez tout compris, vous? Ouais. Ok. Est-ce que le problème... La fin qui n'est pas nécessaire. Ouais, ISO 27001, ouais. Ok. Comment on pourrait placer ISO 27001 dans le truc? Ont été obligés de se certifier ISO 27001, et celles qui ne l'ont pas fait... Ouais. Moi, ce que je vois, c'est que les boîtes qui bossent avec des grands groupes, ils ont l'obligation d'être solides d'un point de vue cyber. Et en fait, il y a une norme qui oblige ça. Et en fait, si tu veux bosser avec un grand groupe aujourd'hui, tu n'as pas le choix que de bosser, de passer cette certification, sinon tu t'assois à côté de pas mal de deals. Un truc qui te parle? Tu vois? Faut le dire de manière la plus épurée possible. Monsieur Hugo, c'est quoi ton insight? Je travaille avec des cabinets d'avocats qui aimeraient inviter leurs clients et partenaires sur des événements sportifs, Ouais. comme Roland Garros sur la Ligue des Champions. Mhm. Ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Ils doivent souvent investir dans des loges sur des périodes trop longues, alors qu'ils en ont besoin sur une date en particulier. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ok, donc le problème c'est qu'ils sont obligés d'investir un package global alors qu'ils ont besoin que de 2-3 jours. Quoi. Ok, et pourquoi ils ont ça? Pourquoi ils sont obligés de faire ça? Parce que c'est pas du sur-mesure. C'est-à-dire que Roland Garros, il te propose pas un jour. Quoi. Si tu veux des loges. Ok, il est là le problème. C'est exactement ça. Ça me parle. Je veux juste que tu expliques le marché, quoi. Du coup, il manque le truc sur... en fait, moi, ce que je vois, c'est que souvent, on va offrir des cadeaux à ses clients ou à ses prospects. On va les inviter à aller à Roland Garros ou en Ligue des Champions. Mais ce que je vois, c'est qu'on ne peut pas acheter un pack une journée, par exemple, par Roland Garros. On est obligé de prendre la semaine. Ça dépend des... Oui, enfin, tu m'as compris. Après, moi, je connais pas. Hein. Et en fait, alors qu'on a besoin que d'une journée. Donc, toi, c'est un truc qui te parle, ça? Du coup, on le fait pas. Alors qu'en fait, on aurait envie de le faire. Mais oui, c'est ça. Ça m'a paru assez clair. C'est pas trop long? Un peu long. C'est pas choquant. En tout cas, c'est pas choquant. En tout cas, c'était clair, je trouve. Alan? Ouais. Tout le monde pense qu'il suffit d'embaucher un directeur marketing pour obtenir de la visibilité et avoir de nouveaux clients. Et ce que je constate, c'est qu'en fait, il n'y a aucune métrique qui sont données par ceux-ci pour savoir d'où viennent les clients finaux. Est-ce que c'est un sujet qui te parle? C'est vrai ça ou pas? Ouais. C'est-à-dire un chief marketing officer du SIA, en fait, les responsables marketing, ils ont tellement la tête sous l'eau qu'ils n'ont pas de data à donner sur qu'est-ce qui vient de l'inbound. Ok.
C'est plutôt ça le truc. Parce que là, ça fait mal. Hein. Là, tu les tabasses, les pauvres CMO. Là, là, tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont incompétents. En fait, alors que là, ce que tu me dis, c'est qu'ils sont plutôt sous l'eau. Ouais, exactement. C'est pas la même chose. T'as raison. Tu vois, là, tu attaques directement le gars. Quoi. Ouais. Donc, des fois, que le gars soit vraiment pas bon et que le CEO le sache, ça va lui parler. Mais s'il l'aime un petit peu, c'est fini. Quoi. Merci, au revoir, ça ne m'intéresse pas. Alors que si justement tu dis, bah, en fait, c'est souvent lié au fait qu'ils soient sous l'eau, parce qu'ils ont 12 000 autres trucs à gérer, bah, deux options. Soit il l'aime pas et il dit, ouais, bah, attends, on va discuter parce que peut-être tu peux le remplacer. Puis s'il l'aime bien, il dit, bah, attends, tu vas peut-être m'expliquer comment je peux l'aider. Dans les deux cas, ça marche. Ok, très bien, c'était clair. Qui d'autre? Ouais. Moi, je vais viser la créateur économie, créateur de contenu, etc. Ouais. Tout le monde dit que plus personne ne regarde la télé, pourtant le web ne s'est jamais autant inspiré des codes de la télévision pour la production. Ouais. Et pourquoi on le fait pas là? Ça coûte cher. Parce que? Ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher ou pas? Comment? Ça coûte vraiment cher de... Non, c'est juste qu'il n'y a pas le savoir-faire broadcast accessible. C'est-à-dire, explique-moi, va un peu plus loin, que je comprenne. En gros, il y a beaucoup de boîtes de production qui font du corporate, du digital, etc. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de codes de la télévision, de codes broadcast qui sont implémentés. C'est des vieilles personnes qui gèrent la télévision avec des moyens très archaïques. Et l'idée, c'est d'avoir une équipe qui a de l'expérience, mais qui connaît aussi les codes du digital pour accompagner les créateurs de contenu. Ok, donc attends, si je comprends bien, on n'utilise pas les codes de la télé parce qu'on pense que ça coûte cher, et parce qu'on n'a pas les compétences. Enfin, en gros, c'est difficile de trouver des gars qui ont les compétences télé et digital. C'est ça. C'est ça. Non, pour faire de la création de contenu. Genre des émissions, des trucs comme ça. Exactement. Ok, comme ce qu'avait fait un peu Yomi avec Harold Gardas et compagnie. Par exemple. Ok. Yomi, il avait fait un jeu avec plein d'entrepreneurs, un truc comme ça par exemple. Tous les créateurs de contenu font ça. Ok. Donc MrBeast et compagnie. Exactement. Ok. Et donc, du coup, le problème, c'est qu'ils le font pas parce qu'ils pensent que ça coûte très cher, c'est ça? Parce qu'ils trouvent pas les bonnes personnes et donc les bonnes équipes et les bonnes infrastructures aussi. Et le Ok. plateau. Ok, donc c'est plutôt un problème technique et un problème stratégique, quoi. Ouais. C'est-à-dire, ils veulent le faire, ils ont conscience qu'il faut le faire, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. C'est ça. Ok. Parce que ça demande une expertise, des moyens humains, des moyens techniques, qui sont robustes. Je pense que c'est ça, hein, ton insight. Hein. Ce que je vois, c'est que souvent, quand on est un créateur de contenu, on va avoir tendance à ne pas produire ce type de contenu, alors qu'on sait que ça marche très bien, parce que justement, c'est difficile d'avoir les équipes et tout le matériel nécessaire pour y arriver. Tu vois, c'est le retourner, ouais. Qui d'autre? Yes. Donc, malgré la pénurie de profils tech de qualité et leur prix élevé en France, beaucoup d'entreprises refusent de faire appel à des ressources basées à l'étranger. Ouais. Et en réalité, ça les freine dans le développement de leur plateforme. Ok. Pourquoi ils refusent de passer par du offshore? Pour un problème de confiance. Confiance en quoi exactement? C'est quoi le truc qui les bloque? Détaillé, après, ouais. Il faudrait le mettre directement, tu crois, déjà. Ce que je me disais, c'est peut-être après rentrer justement dans des sous-insights, tu vois, pour lever les points qui pourraient être soulevés par l'interlocuteur. Ouais. En fait, là, je vois pas le problème. Genre, je comprends qu'il y a une pénurie. Donc ça, c'est le constat marché. Je comprends qu'ils n'ont pas envie de faire de l'offshore. Mais je ne comprends pas la conséquence de ça. Qu'est-ce que ça impacte? Ouais, la conséquence, c'est ce que je disais, c'est qu'ils se freinent dans le développement de leur plateforme. Ok. Ouais. Et donc pourquoi, s'ils savent que ça les freine, pourquoi ils ne le font pas? C'est quoi les croyances qu'ils ont? Ouais, il y en a plusieurs. Ouais. Si tu devais m'en donner une. La qualité des ressources. Okay. Les mecs ne peuvent pas produire du code aussi bon que les Okay. mecs en France. En gros, là, si je comprends bien, la plupart des boîtes qui développent des projets, elles ne le font pas de manière aussi rapide qu'elles aimeraient, parce qu'elles ont des pénuries de talents en France, alors qu'en fait, il y a des gars qui sont très très bons à l'étranger, et juste parce qu'on pense qu'ils ne font pas le même boulot, qu'ils ne sont pas aussi bons, on les embauche pas. C'est ça? C'est pas forcément le meilleur insight que j'ai lâché,
mais on voit la logique. Ouais. Essaie de repartir de ça et de le retourner. Je pense qu'il faut que tu t'expliques la croyance. Ça va t'aider. Qui n'est pas encore passé? Jalil. À peu près la même. Tout le monde pense que les ressources à l'étranger sont moins bonnes qu'en France, alors qu'elles peuvent être meilleures si elles sont bien encadrées tout en étant moins chères. Ouais, je pense que tu as repris. Oh, moi, ça me parle. Est-ce que ça parle à tout le monde ou pas? Tu peux le refaire pour que tout le monde puisse écouter? Ouais. Tout le monde pense que les ressources à l'étranger sont moins bonnes qu'en France, alors qu'elles peuvent être meilleures si elles sont bien encadrées tout en étant moins chères. Ouais. Très bien. On est bon? Ou est-ce qu'il y en a encore d'autres qui veulent soumettre leurs insights? Allez, je t'en prie. Tout le monde pense que la vérification formelle coûte trop cher. Là, pardon, excuse-moi. La vérification formelle coûte trop cher, Ok. alors qu'en réalité, il existe des solutions qui permettent d'aller très vite aujourd'hui. Ok. Parce que qu'est-ce que c'est la vérification formelle? Moi, ça, c'est le truc technique qu'on vend et certains clients. Ils savent tout de suite ce que c'est? Oui. Ok. D'accord. Et Donc, le problème qui délai autant pour le futur parce que ça coûte trop cher, ils ont peur. pourquoi ils pensent que ça coûte trop cher? Il y a beaucoup de solutions qui existaient jusqu'à présent qui n'étaient pas complètement finies et qui coûtaient effectivement très cher. Et on a pu, entre-temps, développer de nouveaux outils. Ok. Donc en gros, ce que tu vois, c'est que la plupart des acteurs qui sont sur le marché de la vérification formelle, ils sont relativement chers. Oui. Et en fait, ça n'a pas d'intérêt parce que la réalité, c'est qu'on peut faire cette vérification pour, je sais pas, pour beaucoup moins cher. Ouais. En fait, c'était surtout lié au fait qu'il y avait peu d'outils qui étaient de bonne qualité, par exemple. Ouais, voilà. Je sais pas, je connais pas le marché. Ouais, le marché peut développer, les gens sont restés sur l'idée. Très bien. On est bon? Ben, vous savez ce qu'on va faire? On va l'appliquer sur le terrain. On va envoyer des emails là. C'est parti. On automatise. On écrit les insights. On les met dans les emails et on y va. On se met en ping-pong. Donc 2 par 2. Et on arrache le téléphone. Vous mettez en binôme. On va ouvrir la salle qui est juste derrière. Et je veux vraiment que ça appelle aujourd'hui. Je veux pas de personnes qui appelaient moins de 30-40 personnes. C'est 30-40 personnes minimum, je pense. On prend le téléphone et on avance.